Bienvenue dans On s'engueule pas, le podcast politique où on a des discussions passionnées entre amis, et non, on s'engueule pas. Oh bonjour. Bonjour Laurent. Salut Pej, salut Mathieu. Salut Poup, ça va? Ça va, c'est super, ça va bien, merci. Bon Ludo, ça va? Ça va, très bien. Et toi, Laurent? Ouais, nickel. Bah aujourd'hui on va parler de géopolitique. Eh oui. D'abord on va se demander si ça intéresse les gens qui sont là, parce que je crois que ça n'intéresse pas tout le monde à part égale. Ensuite on va peut-être dire en quoi ça a changé pour certains notre vision de la politique. Et puis après on va voir, est-ce que ça remet pas en cause certaines idées de gauche? Ça va être la question un peu polémique. Et on va finir par un jeu. Suspense sur le jeu. Ah là là. Restez jusqu'à la fin. Bon, non mais ouais, t'as raison de le dire, c'est vrai que la géopolitique, moi quand on a proposé cet épisode, je me suis un peu demandé qu'est-ce que ça venait foutre là, parce que moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est compliqué, je pense que déjà il y a un côté un petit peu... ça me concerne pas. Déjà je suis pas sûr de ce que c'est exactement, la géopolitique. Donc je pense que là ça va être intéressant. Quand les gens disent géopolitique, tu vois, c'est cette espèce de gros mots de gens qui ont fait Sciences Po, l'ENA, tout ça, ils font de la géopolitique. Mais est-ce que les gens dans la vie de tous les jours ils font de la géopolitique, tu vois, je suis pas sûr. Bah, moi je suis d'accord que le terme en impose, tu vois. Dès que tu dis géopolitique, ça fait genre truc de gros cerveau, compliqué. Ouais, moi du coup j'aimerais bien qu'on définisse un peu ce que c'est la géopolitique, parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair. C'est-à-dire, est-ce qu'on comprend en fait les relations internationales? Est-ce qu'on comprend les échanges commerciaux? Est-ce que c'est juste en fait pour dire la politique mais au niveau global? Ou est-ce qu'on parle d'un truc plus scientifique que ça? Pour le avoir regardé un peu, ça a l'air très chiant à définir, parce qu'il y a plein de définitions, et j'en ai aucune qui m'a convaincu, sauf peut-être si, il y en a une qui est très simple, qui disait que c'est confronter la politique à la géographie. Si c'est de la politique liée avec la géographie, ça pourrait être aussi au niveau national ou régional ou communal même, tu vois. Ouais, bien sûr, bah il y a plusieurs niveaux de maillage qui fonctionnent. Ouais. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit quand tu dis géopolitique, c'est effectivement cette idée de relations internationales, politique globale, quoi. Après, on n'a peut-être pas forcément besoin de définir plus que ça. Ça se trouve, si on veut parler de relations internationales, de politique... Et je pense, là, on va parler surtout des relations entre États, quoi. À l'intérieur des États, ça peut avoir du sens, par exemple sur les anciennes colonies ou des choses comme ça, tu vois. Mais quand même, j'entends qu'il y a quand même cette histoire de géographie qui fait que c'est pas non plus tout dans la politique. C'est-à-dire que c'est moins dans l'idéologie et en plus sur des choses qui vont être liées à des choses concrètes, en fait. Oui, le côté matérialiste, moi, c'est un des trucs qui m'intéresse dans la géopolitique. On prend en compte les données, les ressources naturelles, ce genre de choses. Ça. Des chiffres, quoi, la population d'un pays, les données démographiques. Parlons de pays entre pays. Donc déjà, pour que deux pays se parlent, il faut qu'ils se reconnaissent, parce que tous les pays ne reconnaissent pas l'existence de tous les pays. Mais là tu parles plus de diplomatie, peut-être. Ah, tu vois, il y a tout qui se mélange dans ma tête. Est-ce que les organisations internationales comme le G20, le G7, tout ça, ça parle de géopolitique quand les leaders... Mais du coup, c'est quand même de la diplomatie, quoi. Moi, j'aurais envie de le mettre dedans, quoi. En fait, la géopolitique, c'est pour produire une analyse, en fait. Ah, c'est plus une grille de lecture pour toi. Oui, voilà. Ah. Suivant le sujet que tu veux étudier, peut-être que tu vas prendre en compte ces relations diplomatiques-là ou pas. Voilà. Ça dépend, en fait, qu'est-ce que tu veux produire dans ton analyse géopolitique. Donc, une grille de lecture sur des phénomènes qui se passent dans le monde. Ouais, voilà. Moi, c'est un peu pour ça que je me suis intéressé à la géopolitique. C'est parce que j'avais une volonté, en fait, de comprendre l'actualité. Souvent, je regardais le JT, quoi, le journal télévisé, et... Tu sais, ils disent, le Hezbollah vient de lancer 100 roquettes sur Israël. Y a-t-il une escalade du conflit au Proche-Orient? Vous en saurez plus en regardant notre reportage de 2 minutes qui va rien vous expliquer. Voilà. C'est rarement aussi clair. Les lancements des JT. Je trouvais ça très frustrant parce que dans les JT, t'as aucune contextualisation. Et moi, j'ai toujours eu cette sensation de je comprends pas ce qui se passe. Je me sens dépassé en fait par ce qui se passe. Et je pense que c'est le sentiment que plein de gens ont par rapport justement aux conflits internationaux. Et la géopolitique, justement, ça a été une manière d'aborder ces gros problèmes-là. Et de comprendre, en fait, juste vraiment comprendre, en fait, pourquoi ça, c'est en train de se passer et quelles sont les raisons et tout. Bah, je pense très fortement, par exemple, conflit israélo-palestinien. Je veux dire, c'est le conflit complexe par définition, quoi. J'en ai entendu parler toute ma vie. Et il a fallu que je m'intéresse vraiment de façon géopolitique pour comprendre, en fait, parce que c'est pas avec des reportages de JT qu'on va piger, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, parfois, t'entends une news de un conflit a lieu ou... un accord commercial est passé entre
j'en sais rien, les pays de Nord-Atlantique, tout ça, et tu sais pas d'où ça sort, quoi. C'est vrai que t'as l'impression qu'il y a des choses qui te tombent un peu dessus, comme si ça tombait du ciel, alors que du coup, il y a peut-être une explication géopolitique si tu comprenais comment les relations ont évolué depuis 10 ans. Oui, ou alors même l'explication mise en avant et pas l'explication, par exemple, des ressources, quoi. On va pas mettre en avant le fait qu'un pays va entrer en conflit avec un autre dans le but quand même d'accéder à certaines ressources. On va détourner un peu l'attention, par exemple. Et du coup, est-ce que maintenant qu'on a un peu expliqué de quoi on voulait parler quand on disait géopolitique, même si le terme n'est pas forcément hyper bien défini, est-ce que Poulpe, tu te dis toujours pas intéressé en fait par ce sujet, quoi? Moi, je pense que je ne suis absolument aucune news autre que je sais qu'il y a des élections aux États-Unis et qu'il y a un conflit au Moyen-Orient, mais non, j'ai aucune autre info sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Ah ouais. Vous suivez, vous avez des infos comme ça sur ce qui se passe dans le monde? Oui, moi personnellement, tous les matins, je pense que je regarde les news mondiales, au moins en diagonale pour voir ce qui se passe un peu partout. À minima, et puis après, j'adore les stats de manière générale et essayer de comprendre les choses d'un point de vue ressources. Et donc je regarde régulièrement des documentaires sur l'histoire de pays ou alors bien sûr le dessous des cartes. Faut qu'on parle du dessous des cartes. C'est sûr. Parce que c'est l'émission de vulgarisation en fait de géopolitique par excellence pour moi. Enfin, puis c'est, je pense, ma première porte d'entrée dans la géopolitique justement. C'est pas sorcier de la géopolitique? Ah ouais, carrément. Un peu moins vulgarisé que ça, mais... Alors, dessous des cartes, donc c'est quoi? C'est une émission? C'est une émission sur Arte qui existe depuis, je sais pas, très longtemps en tout cas. Et en un quart d'heure, ils prennent un sujet de géopolitique et ils t'expliquent avec des cartes. Et c'est très bien expliqué et très clair et t'apprends beaucoup de choses en très peu de temps, quoi. Parce que voilà, ils te parlent des ressources, du régime en place, des fois ils te parlent des ethnies qu'il y a dans un pays, etc. Ils arrivent à te mettre tous les paramètres pour que tu aies au moins une compréhension un petit peu globale de ce qui se passe. C'est une très bonne porte d'entrée, quoi. Et toi, Mathieu, du coup, tu... C'est un peu comme Ludo. C'est pareil, je lis tous les jours les news et je m'intéresse principalement en fait aux news de politique internationale et aussi à la politique en France et en Europe. Et je suis aussi beaucoup le dessous des cartes. En plus, depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine, ils font un format très court quotidien de 3 minutes qui s'appelle l'essentiel du dessous des cartes, qui permet d'avoir un peu le contexte sur les choses qui se passent en ce moment. Et puis, je regarde aussi des fois des formats plus longs. Arte fait plein de trucs là-dessus d'ailleurs, que ça soit les nouvelles routes de la soie et l'expansionnisme chinois, que ça soit le Moyen-Orient, les enjeux Taïwan. de la région Indo-Pacifique, etc., Bien etc. sûr. Le Monde fait aussi des trucs des fois qui sont intéressants, je trouve. Donc ouais, ça m'intéresse pas mal en fait, tout ce qui est relations internationales. Moi, j'ai du mal à voir pourquoi les élections au Brésil, ça a changé quelque chose à la politique française. Hein. Oui, mais si on prend un contexte, par exemple, de guerre, le blé exporté en France, par exemple, tu vois, il y a eu un impact direct avec la guerre en Ukraine. Ouais. Ouais, c'est un bon exemple. Ouais. Et d'autres ressources en général, tu vois, si c'était l'apport d'uranium ou n'importe quoi. Le pétrole, basiquement, tu vois, n'importe quelle ressource. Oui, mais donc en fonction de ce dont on a besoin, on va se positionner plutôt dans un camp ou plutôt dans l'autre. C'est ça que tu veux dire? Pas forcément, mais en tout cas, quand tu dis que ça t'impacte pas, il y a quand même des impacts que tu peux voir assez vite. Mais là, j'ai l'impression que vous parlez que des conflits à chaque fois. Non, ne serait-ce que la position de domination globale des États-Unis dans le monde, c'est un truc qui t'impacte. Non, mais la guerre en Ukraine, c'est un très bon exemple pour comprendre ça. Parce qu'effectivement, lié à ça, tu vas voir pourquoi les prix montent chez nous. C'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine, mais il faut comprendre que l'Ukraine était un gros exportateur de blé. Et pourquoi l'Ukraine est un gros exportateur de blé? C'est parce qu'ils ont des terres fertiles. Et pourquoi est-ce que la Russie a envahi l'Ukraine? Est-ce que c'est vraiment pour dénazifier, comme ils disent? Alors, il y a toute cette histoire de, en fait, les Ukrainiens, ça a toujours été des Russes, etc. Mais on voit que les premières régions qu'ils ont prises, qui sont au Donbass, c'est plein de ressources minières qui ont beaucoup de valeur. Et en fait, tout ça, ça implique aujourd'hui les politiques françaises. Par exemple, l'Europe est en train de se réarmer face à la menace russe, qui fait que la France fait partie de ça. Donc, il faut comprendre les relations entre, par exemple, la France et les autres pays de l'Union européenne pour voir en quelle position ils sont et pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent monter le budget de la défense. Ce qui fait qu'ils vont baisser le budget de l'éducation nationale. Ce qui fait que là, ça t'implique direct. Ouais, là, je suis impacté. Mais je suis en train de penser à l'époque où j'enseignais dans le Grand Est. C'était le début de la guerre en Ukraine. On avait eu des élèves ukrainiens dans la classe. Parce qu'il y a des familles qui avaient été rapatriées.
Et c'est parce que j'avais appris que il y a beaucoup d'exploitants agricoles qui possédaient des terres agricoles en Ukraine et donc qui avaient des liens avec des Ukrainiens sur place et donc qui avaient rapatrié ces gens-là et on s'était retrouvé avec des élèves ukrainiens. J'avais découvert un petit peu l'implication économique et agraire, on va dire, de la France en Ukraine. Oui, et puis le fait que notre facture de gaz a explosé parce qu'on a décidé en sanction contre la Russie de plus s'approvisionner en gaz alors que c'était notre plus gros fournisseur. Du coup, maintenant, on s'approvisionne en gaz avec la Norvège et avec les méthaniers des États-Unis qui, du coup, sont en train de se refaire une santé et sont en train de reprendre une position vraiment dominante dans le contexte géopolitique alors qu'on pensait qu'ils étaient finis, etc., etc. Enfin, ça permet de comprendre énormément de choses, d'énormément de ramifications qui, au final, nous impactent. Et au final, si les États-Unis, ils ont une production domestique de pétrole, ça veut dire qu'ils ont moins d'intérêt à défendre leurs intérêts pétroliers au Moyen-Orient. Donc en fait, ils se retirent du Moyen-Orient pour se concentrer sur d'autres zones, et ce qui fait que ça impacte les conflits régionaux au Moyen-Orient. Et par exemple, si on se retire d'Afghanistan et que maintenant les talibans, on a un afflux de réfugiés venant d'Afghanistan qui viennent en Europe, qui réinfluent les politiques aussi ici, parce que du coup, il y a des discours anti-immigration, par exemple, qui vont venir là-dessus. Et bam, ça nous revient dedans, quoi. Après avoir fait 3 fois le tour de la Terre. Ouais. Et en plus de ça, l'avantage de se renseigner sur ça, c'est que tu peux un peu anticiper ou sentir ce qui peut se passer. Le monde est assez cloisonné pour pas mal de choses. Pour les ressources, par exemple, si je prends l'exemple de Taïwan, c'est les experts en semi-conducteurs. Donc là, on sent qu'il y a une tension entre Taïwan et la Chine. Donc tu peux te douter que si à un moment, un conflit éclate, tout ce qui va avoir des semi-conducteurs va être impacté. Enfin, tu peux anticiper en te renseignant un petit peu en avance. Il n'y a pas que subir et voir au moment où ça se passe, quoi. Et du coup, le fait de te renseigner sur la géopolitique, tu vois à peu près quel pays gère quel domaine, on va dire. Et je reviens sur ce que tu disais, Ludo, sur le fait que les raisons qui sont données sont idéologiques, mais souvent il y a d'autres facteurs derrière. Et Taïwan, c'est un très bon exemple, parce que les États-Unis, encore une fois, se posent en défenseur de Taïwan parce qu'ils se posent en défenseur de la démocratie face à la Chine, qui serait les représentants de l'autoritarisme. Oui, sauf que pourquoi est-ce qu'ils vont aider une île dans le Pacifique? C'est aussi parce qu'ils ont toute la techno sur laquelle se repose toute l'infrastructure du monde occidental, quoi. Ouais. De ce semi-conducteur, de celui qui contrôle. D'accord? Donc c'est bien pour les États-Unis d'avoir une relation diplomatique très forte avec Taïwan. En gros, c'est un échange, c'est-à-dire je te file une aide militaire et diplomatique, et en échange, Taïwan va pas appliquer demain des taxes d'exportation. Parce que s'ils coupent les relations avec les États-Unis, ça veut dire qu'ils n'ont pas de défense, ça veut dire qu'ils sont à poil. Voilà. Oui, donc il y a des rapports de force qui se créent entre les pays, entre ceux qui ont les choses mais qui peuvent pas les défendre ou les exploiter, et ceux qui n'ont rien mais qui peuvent peut-être influencer. Mais c'est toujours plus multifactoriel que ce qu'on peut imaginer. Il y a aussi juste des chemins d'accès, par exemple, des fois. Juste un bras de mer qui est super pratique. Bah, quand t'es un pays comme l'Égypte, qui a le canal de Suez, qui te permet de réduire énormément la durée des trajets en fait des porte-conteneurs. Oui, qu'ils n'ont pas besoin de faire le tour de Et l'Afrique. que tu contrôles ce canal parce qu'il est sur ton territoire, ça te donne un avantage géostratégique majeur. T'as plus de puissance dans la région et tout. Les autres pays, il faut mieux qu'ils s'entendent avec toi, etc. etc. Et ça, c'est vraiment géographique pour le coup, comme truc. Ouais, et c'est vraiment des rapports de force, comme tu disais. C'est-à-dire que si t'es l'Égypte et que le canal de Suez est sur ton territoire, c'est-à-dire que c'est toi qui peux décider de bloquer les choses. Donc Mais can you do? Eh ben, Parce que Bah, il y a des conséquences toujours. Parce que si tu dis, allez, il n'y a plus de bateaux français qui passent... ah ben, Je fais pas ce choix comme ça, c'est sûr. c'est ça les relations diplomatiques. Ouais, parce qu'un concept important, que moi j'avais fait une UE libre de géopolitique et la prof, elle m'avait parlé d'anarchie à l'international. Alors après coup, je me suis dit, bon, ouais, c'est gouré de terme, parce que c'est pas anarchie qu'il faut dire, c'est plutôt que c'est la loi de la jungle, comme on a dit au premier. Merci Laurent pour la clarification. C'est-à-dire, voilà. Faut préciser ces trucs-là, toujours. Alors juste, je me permets, parce que j'aime pas non plus loi de la jungle, c'est une mauvaise compréhension de ce qui se passe dans l'écosystème. Oui. Le vrai terme, je viens de le chercher, c'est l'anomie. Oui, c'est ça. Ouais, l'anomie, ouais. C'est une situation de désordre social, sans loi, sans règles, où les différences se règlent par la violence physique. Très bon terme. La prochaine fois, je vais sortir ça en société. C'est très anomique comme situation, ça. C'est ça. Non, parce qu'en fait, dans la nature, c'est pas tant la loi de la jungle que ça. Il y a beaucoup de situations de coopération et tout. Ouais, et... Moi, j'ai lu Pablo Servigne, L'entraide, l'autre loi de la jungle. C'est juste la symbiose, l'endosymbiose, tout ça, les entraides.
l'entraide, c'est juste une redite de Kropotkin. Il est au courant. Il arrête pas de citer Kropotkin dans son... Bref, fermons la parenthèse. Anomie, c'est vrai qu'en plus, ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faudrait que j'apprenne ce terme et je l'oublie à chaque fois. C'est au niveau international, il n'y a pas de puissance supranationale. C'est-à-dire l'ONU, c'est pas une puissance supranationale. C'est des gens qui se réunissent et des décisions qui sont prises à l'ONU, il y en a plein qui s'assoient dessus parce que au niveau international, c'est le rapport de force pur. Est-ce que t'es dominant ou est-ce que t'es dominé, quoi? Il y a vraiment des pays qui dominent et il y en a vraiment qui sont dominés. Et ça paraît très dur à combattre. Justement, là, vu qu'on a évoqué plein de sujets géopolitiques, en quoi ça a peut-être impacté notre vision qu'on avait de la politique, quoi. Du coup, moi, j'ai un bon exemple. En fait, ça a un rapport avec le colonialisme et les relations de domination globale. Quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est antiraciste, en fait, j'ai découvert ce côté de... Il y a des hiérarchies structurelles au niveau mondial qui fait que les gens qui sont dans des pays qu'on dit du Sud ont été stoppés, on va dire, dans leur développement par les puissances occidentales qui se sont enrichies sur le dos d'une grande partie du monde. Qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui sont nés dans ces régions-là, en fait, on est riche du fait qu'ils sont pauvres. La lecture qu'on a de classe, la classe dominante est riche parce qu'elle s'enrichit sur le travail des prolétaires. On peut la voir au niveau global, qui sont les pays occidentaux sont riches parce qu'ils s'enrichissent, et ça fait des siècles qu'ils s'enrichissent sur le dos d'autres pays. On parle pas du même point, mais surtout, on parle pas du même point parce qu'on bénéficie tous les jours des richesses qu'on a, entre guillemets, volées au reste. Je pense que ça a eu pas mal d'impact sur moi pour comprendre, quand il y a des exilés qui viennent en Europe, eh ben moi je me dis, eh ben s'ils sont là, c'est de notre faute quelque part. Ça m'a fait sortir de la binarité, moi. Parce que la manière dont les infos sont présentées, souvent, c'est quand même gentil-méchant, quoi, moi, je trouve, quand même. Elle est gentille, elle est méchante. Nous, on est les gentils, là, on est les bonnes démocraties libérales occidentales. Et il y a les méchants, alors au choix, les totalitarismes à l'Est, les théocraties, et on a une certaine vision condescendante, en fait, sur les pays du Sud. Prendre connaissance déjà que t'es un privilégié, quoi, que t'es un dominant, et... Encore une fois, c'est pas du mérite d'être dans cette position-là, des fois c'est juste parce que t'as été bien situé géographiquement, quoi. Prendre conscience de ça, ça fait effectivement relativiser la vision que t'as de certains pays. De manière générale, ça te fait voir un peu plus le monde en gris. Hein. Pas vraiment de gentil, pas vraiment de méchant. Quoi. Vraiment des circonstances. Ludo ? Moi, je suis d'accord avec les deux de toute façon, mais je rajouterais aussi que ça pousse à voir le monde de manière plus internationaliste, surtout de manière plus globale, comme on disait avant. Si tu veux avoir une pensée de gauche construite, faut voir les choses le plus global possible. Plus tu dézoomes, mieux c'est, et donc comprendre ce qui se passe ailleurs, c'est essentiel. Là, je pense à Poulpe. T'es engagé dans un syndicat, et je me dis, dans les luttes syndicales, un truc qui arrive souvent, c'est de lutter contre les délocalisations. Et qui est typiquement un truc où il faut comprendre des enjeux un peu internationaux pour pouvoir comprendre d'où ça vient et du coup comment on peut y remédier. Ça peut t'apporter des arguments dans une lutte pour arrêter la fermeture d'une entreprise. Ouais, c'est là où je me pose la limite de ce sujet-là. Parce qu'il y a le fait d'être conscient de tout ça. Soit tu te dis, il faut que je fasse quelque chose, et donc tu es dans une espèce de culpabilité infinie, parce que tu peux rien y faire et que c'est super important. Soit tu te dis, vu que je peux rien y faire, ça sert à rien que j'y pense. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, mais c'est pareil avec plein d'autres sujets. Tu peux dire ça au niveau... Ouais, c'est vrai. Il y a des SDF en France, c'est un problème compliqué, je peux rien y faire. C'est la même chose qu'il y a la montée du fascisme aux États-Unis, je peux rien y faire, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les États-Unis qui dépensent 600 milliards de budget militaire par an ? Ouais, mais un jour, il y a des gens, ils sont partis dans la rue à Berlin, le mur est tombé et l'ordre mondial a été bouleversé. Tu sais pas, hein. Puis moi, de toute façon, je pense qu'il y a toujours de l'action dans la pensée. Tu te sens moins impuissant déjà quand tu comprends pourquoi. Parce que c'est le principal truc qui m'a fait m'intéresser à la géopolitique. Je me demandais aussi, la géopolitique, justement, quand tu t'y intéresses pas ou quand tu comprends pas, et que tu fais des raccourcis, est-ce que c'est pas ça qui amène à certaines théories du complot aussi ? Sans aller jusque-là, t'acceptes plus facilement la pensée dominante, ou ce que le journal va t'expliquer sans détailler, parce que tout est plus complexe dans les faits. Donc, et un programme court pourra jamais expliquer toutes les facettes d'un conflit. Et bon, si t'as pas de culture en géopolitique, t'acceptes bêtement et en fait tu simplifies des situations dans ta tête. Quoi. Je pense que c'est assez dangereux. Il y a un côté où si tu comprends pas, tu te dis en fait il y a un ordre de personnes dirigeantes supranationales qui prend des décisions de faire la guerre ici, d'attaquer là. Oui, et comme disait Laurent aussi, il y a le côté aussi, tu te retrouves vite avec un gentil et un méchant.
alors que dans les faits, c'est quand même toujours beaucoup plus compliqué. C'est aussi un outil pour pouvoir en fait décoder ce qui se passe en termes de législation et de pouvoir comprendre en fait si ce qui se passe est en rapport avec tes valeurs. Et du coup après de pouvoir agir à ce propos. Ouais, ça permet de te positionner. Moi, je pense très fort au conflit israélo-palestinien en ce moment. Si t'écoutes les médias, enfin, on a un niveau de... Là, on peut dire que c'est de la propagande, hein, carrément. Pro-israélien, quoi. Si tu t'intéresses un peu à la géopolitique, tu vois tout de suite que l'Israël, c'est une des premières armées du monde, soutenue par la première armée du monde, la première puissance du monde, et toutes les puissances occidentales. Ils ont un chèque en blanc, tu vois, et puis si tu repars sur l'histoire des Palestiniens, de la Palestine, et tout, tu vois tout ce qui a été fait par Israël. Enfin, tu as une vision, à minima, un peu différente de ce qu'on va te dire, quoi. Et d'un autre côté, si tu regardes encore plus loin, tu peux t'apercevoir que depuis le Moyen-Âge, les politiques antisémites des différents gouvernements en Europe ont provoqué des choses. Pourquoi il y a le sionisme? Pourquoi il y a le sionisme? Ça vient d'où? Parce que ça vient d'avant la Shoah. Ouais. Il y a quand même une raison pour laquelle les Juifs sont partis, c'est quand même ils se faisaient buter en Europe. Il y a aussi la Palestine, c'était un protectorat britannique, que les Britanniques, ils ont proposé ça à tout le monde, ce qui fait que c'était pas clair quand ils se sont barrés. Et on peut aller très très loin, quoi. On peut remonter très loin. Ouais, tu peux remonter J'ai loin. pas l'impression que ce soit beaucoup plus clair du coup, mais ok. Le conflit israélo-palestinien étant quelque chose d'extrêmement, extrêmement compliqué, justement, là, on pourrait y passer des heures à faire des arguments pro ou contre. Oui, mais avant, il y avait ça, oui, mais avant, il y avait ça, Ouais. oui, mais l'eau, oui, mais la religion, oui, mais la Shoah, oui, mais la Nakba, oui, mais Ouais. c'est sans fin, quoi. Oui, c'est un des exemples les plus complexes, c'est sûr. Donc. Le problème de tout ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile de le diffuser à grande échelle, quoi. On parlait des dessous de les cartes, c'est une bonne source d'infos, par exemple. Et on a une autre, c'est le monde diplomatique, qui parle énormément de géopolitique, tu vois. Enfin, le monde diplomatique, c'est beaucoup moins accessible déjà. Ça commence à être plus lourd. C'est moins accessible, je suis d'accord. Faut le lire hein, quand même. Hein. J'y venais. Parce que... Non, mais c'est vachement intéressant, mais c'est quand même. C'est bien dense, mais par contre, si tu veux une remise en perspective d'un conflit, si tu veux comprendre un truc assez global, de façon assez globale, faut se taper un bon article du monde diplo et ça marche bien, quoi. Moi, je suis désolé, j'en reviens à la France. Pour une fois que c'est moi qui reviens à la France et pas Laurent. Ah, plus trop. Quel lien entre la politique nationale et la géopolitique? Bah, il y a un truc simple que tu pourrais dire, c'est que la politique nationale, depuis Sarkozy, est atlantiste. Donc, c'est-à-dire, elle suit les États-Unis, tu vois. Attends, comment ça depuis Sarkozy? Enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, on est atlantiste. Bah non, parce que c'est Sarkozy qui a réintégré l'OTAN. Ah, c'est vrai. On était globalement aligné avec les États-Unis, mais moins quand même. Parce que Chirac, il a dit non à la guerre de l'Iran, l'Irak. Oui, Chirac a dit non à la guerre en Irak. Voilà. Il y a Villepin qui a fait un discours. Villepin a fait un discours, souvenez-vous-en. Oui, on s'en souvient. Non, mais l'atlantisme, pour moi, c'est spécifiquement le fait d'adhérer à l'OTAN. Mais, un peu plus vaguement, c'est le fait d'être dans une alliance avec les États-Unis. Ah, alors c'est quoi l'OTAN? C'est l'alliance entre les États d'Europe occidentale et les États-Unis de manière générale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais spécifiquement l'OTAN qui est un pacte de défense commun entre plusieurs pays. Et la chose la plus importante du traité de l'OTAN, c'est l'article 5 qui dit que quand n'importe lequel des États qui est signataire de ce traité est attaqué, tous les États membres se doivent de participer à la défense de l'État concerné. Ça apparaît pendant la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale. Et la France était plutôt pas trop dedans. Non, c'était historiquement De Gaulle était pas trop pour, et on était plutôt non alignés, quoi. Même si on n'était pas non alignés, mais... Même si pas vraiment, oui. Et donc, Sarkozy nous fait rentrer dans l'OTAN en 2007. Et du coup, alors qu'avant on était peut-être une voix discordante, là, notamment, enfin, de Villepin, quoi. Après, on suit les États-Unis full, il y a pas de nuance, vraiment. L'OTAN, c'est quand même une des causes de la guerre en Ukraine, quoi, tu vois. C'est parce que la Russie se sent encerclée par des pays de l'OTAN et a peur que l'Ukraine devienne aussi un membre de l'OTAN. Par paranoïa, elle va attaquer l'Ukraine aussi. Et donc nous, en étant dans l'OTAN, en étant atlantistes, on contribue à tout ça, quoi. On n'est pas une voix discordante dans ce jeu géopolitique, en fait. Et être à la traîne des États-Unis, moi, en tant que Français, ça me fait chier. Mais pourquoi en tant que Français? T'aimerais bien que la France sorte de l'OTAN? Oui, moi j'aimerais bien qu'on ait une voix un peu moins alignée avec les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est quand même des méchants. Ah là là. Ils ne sont pas en accord avec tes valeurs. Non, c'est pas d'accord avec moi. Non, mais ils ont fait plein de merde. Est-ce que tu crois que ça pourrait être un argument politique, tu vois, d'une campagne politique de dire... Bah, c'est déjà le cas. Ah, c'est déjà le cas? Bien sûr. De la LFI? Actuellement, je sais pas si c'est entendable. Mais ça a été.
Ça a été. Ça l'a été, ouais. Ça a été, bien Justement, sûr. pour les mêmes positions que l'orange, parce qu'on Mm. on rappelle que l'orange c'est un peu un style quand même. Donc les Ah, le bâtard. les Waouh. gens- c'est lui qui fait les montages, donc il pourra pauvre. couper de toute façon s'il a pas envie. Oui, justement, en opposition aux États-Unis, c'est le fer de lance de l'impérialisme et du capitalisme, quoi. Mais même sans ça, pouvoir avoir un choix, on va dire, français sur chaque sujet, ça laisse quand même plus de liberté que de suivre bêtement l'OTAN, quoi, je veux dire. Il y a des cas où on pourrait être d'accord avec les choix de l'OTAN et d'autres non, quoi. Ouais. L'OTAN, c'est les casques bleus. Pas du tout. Non, Yes. Non. C'est qui les casques bleus? c'est l'ONU. C'est l'ONU. Ah, Oui. mais ça n'a rien à voir. Beaucoup moins Atlantis, du coup. Ah, moins Atlantis, l'ONU. Ça, c'est un débat. Ah, Bah, est-ce que les pays occidentaux ne dominent pas l'ONU? Je sais pas. Ils dominent et quand les décisions leur conviennent pas, ils s'assoient dessus. ah. Il y a toujours cette histoire de rapport de force derrière, au bout d'un moment, celui qui a la plus grosse armée. C'est ça. Celui qui a la plus grosse. Et c'est les États-Unis. Voilà. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que la Chine. Bref, moi, je suis un peu un hippie, tu vois. Je me considère un peu un citoyen du monde, tu vois. Oh là. Ouais, on va pas être d'accord du coup. En fait, quand tu me dis en quoi ça a un rapport avec la politique nationale, je dis, mais moi, je vis en Europe aussi, je vis dans le monde aussi, tu vois. J'ai l'impression que ça me concerne. Je m'en fous, en fait. Je pense que ça impacte la politique nationale. Mais même si ça n'impacte pas la politique nationale, moi, je pense on vit dans un monde interconnecté. Et moi, je me sens proche des gens dans les autres pays. Donc, si par exemple, il y a un mouvement social comme la révolution en Iran, eh ben, moi, je trouve que c'est sympa d'être en solidarité avec ça, de faire des événements chez nous pour faire comprendre aux gens ce qui se passe, éventuellement de proposer du soutien. Bon, avec l'Iran, c'est compliqué, mais il y a d'autres mouvements sociaux, tu vois. On s'inspire tous les uns des autres. Donc c'est intéressant de voir ce que font les Chiliens quand ils font la révolution, enfin la semi-révolution au Chili, quoi. C'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. On peut s'en inspirer. Je veux dire, l'extrême droite s'en inspire assez, quoi. Les mouvements d'extrême droite au niveau européen, ils font tous la même chose et on voit qu'il y a la montée partout. Donc pour moi, ça m'intéresse toujours de voir ce qui se passe à côté et éventuellement de tisser des liens entre les mouvements sociaux à travers les pays. Et donc, du coup, j'ai besoin de comprendre ce qui impacte les gens dans notre pays. Oui, donc moi, ce que je comprends, c'est que finalement, tes valeurs et ta vision de la politique, c'est l'extension normale, la continuation normale, c'est la géopolitique. Parce que finalement, c'est la politique de l'international. Oui, parce que pourquoi pas, quoi. En fait, moi, je trouve, justement, quand je disais que tu vois un peu les choses en gris quand tu t'intéresses à la géopolitique, moi, ça me fait passer l'internationalisme comme un espèce de rêve, en fait. Parce que quand tu vois les différences entre les pays, ne serait-ce que la démographie qu'ils ont, les lois qu'ils ont, les régimes qu'ils ont, les cultures différentes, enfin, ça paraît hyper difficile d'unir les gens sur une base commune. Et d'ailleurs, c'est quoi cette base commune, vu que les nations sont tellement différentes, en fait? Comment tu peux considérer que cet objectif est atteignable, en fait? Mais alors, je me permets, parce que le temps que Pêche finisse de s'échauffer les cervicales pour entrer dans le ring, je trouve ça fou que tu aies cette vision-là à l'international et que tu l'aies pas, j'allais dire au local ou au national, parce que pour moi, l'utopie dont tu parles à l'international, on pourrait avoir exactement le même développement et le même argument au local et au national et sur la victoire de la gauche. Ben oui, mais ça rentre dans mon argument, c'est-à-dire même avec des gens qui appartiennent à la même nation, qui ont sensiblement la même culture, qui répondent aux mêmes lois, etc., c'est déjà difficile d'unir les gens. Alors, comment tu espères faire ça au niveau international? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut d'abord commencer par l'échelon national, quoi, avant d'arriver à l'échelon international. Tu peux pas sauter cette étape. Ne serait-ce que si tu veux soutenir une lutte dans un autre pays, tu vois, qu'est-ce que tu peux faire concrètement, toi? Bah, je suis désolé de le dire, mais je trouve pas grand-chose, quoi. À part faire pression sur ton gouvernement, et même ça, on sait que ça marche pas trop. Donc déjà, faut que tu passes, toi, par l'échelon national. Ok. Vas-y. Alors, la culture, c'est quoi? La culture, c'est plein de trucs. Ouais. Restons en Europe, ok? Mais tu vois, l'Europe, aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus petit qu'il y a une génération. Parce que quelque part, la construction européenne s'est faite dans le libéralisme, mais elle a quand même fonctionné. Même si j'ai plein de critiques sur la construction européenne. Si je vais en Lituanie, je suis probablement beaucoup plus proche de quelqu'un qui est dans des mouvements de gauche radicale en Lituanie que d'un gros facho qui habite à côté de chez moi. Ouais, je me sens beaucoup plus proche. Ouais, En fait, c'est eux mes camarades. Ouais. Donc en fait, on n'est pas du tout sur des questions de territoire. Sans parler de l'Europe. Si je suis quelque part ailleurs, je vais arriver dans des endroits où c'est des activistes, Alors, effectivement, ce sont des milieux différents, mais ça va être des gens qui vont être liés par des mêmes valeurs. Alors, ils ont des grilles de lecture peut-être différentes, et c'est pour ça que c'est important de parler de géopolitique pour pouvoir comprendre c'est quoi leur grille de lecture, c'est quoi ta grille de lecture, et d'où viennent les différences, et où sont les points communs.
Moi, je veux faire la libération, la révolution sociale et libertaire, ça n'a rien à voir avec la France. Ça se fait au niveau international. Moi, je veux soutenir les camarades qui font la révolution à Rojava, comme ceux qui font la révolution au Chiapas, comme les mouvements de résistance en Iran, etc., etc., etc. C'est ça qui m'intéresse, tu vois. Et alors oui, il y a une culture, effectivement, il y a une culture qui nous lie avec les gens qui sont à côté de chez moi, mais il y a aussi des cultures qui n'ont rien à voir avec les nations, et du coup, en fait, qui me font faire sentir beaucoup plus proche de gens qui ne vivent pas du tout à côté de chez moi. J'ai l'impression que toi, la France, c'est ton échelon national, c'est dans cette espèce de stratégie de prise de pouvoir, quoi. Bah oui, marxiste. Oui, mais alors non, parce que pour le coup, enfin justement, tu dis qu'est-ce qui unit tout le monde. Il me semble que c'est Marx qui l'a défini. C'est l'oppression et l'exploitation. Oui, je suis bien d'accord, mais... Et donc justement, c'est l'idée, je pense, de l'international, la chanson. Oui. Ah, ça vient de là, en fait. Eh ouais, ça vient Ah là, ouais, la hein. chanson, je me souviens, ouais. Gros pour nous. Bah, écoute, moi je la chante à la fin de chacun des congrès de la CGT. Ah là Chaque réunion, on chante l'international. Alors. Ah, c'est Enfin, cru. les deux premiers couplets, parce que elle dure 6 minutes, on n'en peut plus. Mais justement, parce qu'on l'a bien dit dans le premier épisode, quand on a défini la gauche, on l'a défini comme une entité qui réagit au pouvoir en face. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir en face, il a l'air mondialisé quand même. Il a l'air international. Ah ouais, non, mais bien sûr que le communisme, c'est international à la base. Et pour prendre les États-Unis encore une fois en grippe, quand t'as un pays, et on le voit, c'est la stratégie en plus des États-Unis, quand t'as un pays qui vire vraiment à gauche, que ce soit autoritaire ou non, c'est pas le débat, mais tu prends Cuba, tu prends Venezuela, tu prends le Chili, tu prends l'URSS à l'époque, et justement, l'impérialisme américain attaque ce pays. Le Vietnam, tout ça, j'ai l'impression que c'était ça. Ah, ils ont toujours été plus durs avec la gauche qu'avec des fachos. Hein. C'est ça. Ah bah ça, c'est Donc sûr. si demain tu prends le pouvoir au national, tu vas juste gagner d'être écrasé par le pouvoir international américain. Tu vois, dans ton raisonnement. Ah oui, mais bien sûr, mais c'est ça qui me désespère, moi. C'est pour ça que je parlais de la géopolitique. Ah non. Et je disais Ah ouais. que ça, il y a un Regarde. côté, ça remet en cause un peu la gauche, parce que moi je trouve c'est un vecteur un peu de fatalisme, quoi, tu vois. Ah, waouh. Te dire qu'il y a des gens partout dans le monde qui peuvent avoir les mêmes idées que toi, tu trouves ça un peu fataliste? Mais comment c'est tu Ludo. les unis, en fait? Je sais bien qu'il y a des gens qui sont de gauche un peu partout dans le monde. Plutôt c'est Hélène Deal. C'est une force de la gauche, effectivement, c'est la gauche est partout, quoi, tu vois. Mais bon, elle est partout réprimée et tout, quoi, aussi, mais... Oui, certes, mais c'est. Alors qu'un État, enfin, c'est pas pérenne, tu vois, ça bouge avec le temps. Enfin, on parle de géopolitique depuis tout à l'heure, donc. Oui, mais c'est long. On a mis Ah, 800 ans à sortir du féodalisme. Et donc le capitalisme, ça se trouve, faudra 800 ans, tu vois. Non, tu sais, tout va plus vite aujourd'hui. Hein. Ça accélère. En fait, là, je m'aperçois qu'on a des visions stratégiques extrêmement différentes. Ce qui est normal, puisque moi, j'ai plus des tendances libertaires anarchistes. Toi, t'as plutôt des tendances stalinistes. Bref. Mélanchonistes. Trop la part. Pour moi, hein, soutenir des mouvements sociaux ou des révolutions, par exemple. Si on parle du zapatisme, si on parle de la Zapatista au Mexique, qui, du coup, ont une révolution, et ouais, c'est vraiment une révolution, qui ont des idées hyper progressistes, changement de société, etc., qui sont extrêmement réprimées, pour moi, c'est une victoire. Et ça m'intéresse qu'il y ait des gens à l'autre bout du monde qui montrent à tout le reste du monde que c'est possible, que 3000 paysans dans le fin fond du Mexique, eh ben, ils tiennent tête à l'État mexicain depuis 30 ans pour des idées progressives, quoi. Et donc, ça, c'est fait partie des espèces de germes de révolution qu'on peut mettre partout et qu'il faut encourager, quoi. Il faut encourager que ça soit la ZAD, il faut encourager les Zapatista, il faut encourager Rojava. Toutes les expériences qui vont vers du progressisme libertaire et vers la révolution se doivent d'être soutenues parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va commencer. Parce qu'on a besoin d'exemples, on a besoin de pratiques nouvelles qui vont émerger de ces expériences-là, qui vont pouvoir nourrir nos propres combats. C'est ça l'internationalisme, bordel! Je m'en fous c'est de beau. l'État! Et Laurent, il veut que ça arrive dans sa trentaine. Tu prends les zapatistes, moi je les soutiens, tout ce que tu veux et tout, mais c'est une configuration bien particulière qu'ils ont là-bas, tu vois. C'est en partie des autochtones, ils vivent dans les montagnes, donc c'est quand même vachement plus pratique à défendre, puis ils sont pas extrêmement nombreux non plus. Et le pouvoir est différent là-bas, etc. Donc c'est pas un truc transposable en France, quoi, tu vois. Et Rojava, c'est pareil. Moi, je suis à fond pour les Kurdes et tout, tu vois. Pas de soucis, mais... Enfin, je veux dire, c'est un peuple qui est à cheval sur 4 états et tout, machin. Et donc tu t'es un peu renseigné de géopolitique, non?
J'ai même lu une autobiographie d'une Kurde récemment, qui habitait en Iran. Mais je trouve que tout ça, c'est des exemples qui fonctionnent dans leur localité, tu vois. Mais, putain, j'allais dire un truc de vieux de droite. C'est pas ça qui va changer le monde, tu vois. C'est pas ça qui va changer le monde, tu vois. Ça me fait penser à ce que je disais au dernier épisode sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau squat ou une nouvelle ZAD, on recommence de zéro et ça sert à rien. Et vous aviez répondu, justement non, qu'il y avait des choses transposables. Pas tout, parce qu'il fallait recréer un groupe, recréer une dynamique et que tous les contextes étaient différents. Mais que justement, ça s'accélérait parce qu'il y avait des erreurs qui n'étaient pas faites, parce qu'il y avait des organisations qui étaient plus claires et des gens qui avaient plus d'expérience. C'est juste que là, oui, on est sur des échelles de temps. Tu l'as dit, le capitalisme, il n'est pas là pour 50 ans. Ça fait 200 ans qu'il est là. Il est peut-être là pour 400 ans encore. Donc, Mathieu nous disait que ce qui a arrêté ses expériences dans l'épisode précédent, c'était les flics. Là, t'es à un niveau encore supérieur. Là, c'est l'armée, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu fais contre l'armée, quoi, tu vois. C'est genre... Bah, tu prends les armes. Oui. c'est ça. Non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que je me dis aussi. Parce que dans la lutte sociale, le rapport de force, il est dans la production de richesse. Il est dans le travail, dans la lutte géopolitique internationale. À part le combat armé, il n'y a aucun levier. Si tu fais un levier trop violent sur tes ressources, eh ben on t'envahit. Et on dit qu'il y a des armes de destruction massive chez toi et on rase ton pays. C'est un peu, moi, ce qui me déprimerait peut-être plus, c'est que la seule lutte internationale fructueuse, elle est forcément armée pour moi. J'ai niqué l'ambiance. Hein. T'as niqué l'ambiance. J'ai niqué l'ambiance. Ah oui, non, mais je suis un peu d'accord, donc forcément. Quand tu dis au niveau géopolitique, on prend les luttes comme de la lutte armée uniquement, mais je vois pas du tout, non. Il y a plein de manières de faire pression. On peut faire pression sur des gouvernements pour qu'ils fassent pression sur d'autres gouvernements. Bon, il faut que les gouvernements, ils écoutent. Mais ça peut arriver. Bon, par exemple, il y a eu énormément de manifestations contre la guerre en Irak. Ça se trouve, ça n'a rien fait. Mais peut-être que ça influence les décideurs. Enfin, au final, ils veulent qu'on vote pour eux, quoi. Ça peut influencer. Mais au niveau transnational, je veux dire, on fait pression sur l'Europe aussi. Moi, j'arrête pas de signer des pétitions pour arrêter les pesticides en Europe. Alors là, on est sur du truc réformiste, hein, attention. Hein. Là, ce que tu viens de dire, en fait, quand tu dis faire pression sur ton gouvernement pour qu'il fasse pression sur un autre, ça veut donc dire que faut soutenir la militarisation de ton gouvernement et... Non, il y a plein de trucs qui se passent au niveau diplomatique quand même. Les gens quand même essayent d'éviter la guerre. Et donc les relations internationales, la part diplomatique est quand même hyper importante. Là, je reviens un peu sur mon fatalisme. Peut influencer les trucs pour que ça ait des débouchés diplomatiques plus. Par exemple, Taïwan, le fait qu'ils aient investi dans une technologie de pointe leur a permis de trouver des alliés via le commerce, tu vois. Oui, il y a le commerce, par exemple. Tu vois, ils se défendent en ayant investi dans la technologie plutôt que dans l'armée. Et pareil en Europe. En Europe, justement, les pays, ils ont arrêté de se foutre sur la gueule. Enfin, c'est toute l'idée de la construction européenne. Il y a la bombe nucléaire aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est que toute l'idée, c'est peut-être un peu naïf. Je suis d'accord avec toi. Mais cette idée que, et si on arrête de se faire la guerre et qu'on construit des relations commerciales entre nous, si entre la France et l'Allemagne, il y a beaucoup de relations commerciales, ça veut dire que les attaquer, on va tuer nos propres intérêts. Que d'ailleurs, si on repart de la guerre en Ukraine, c'est ce que les dirigeants européens, et notamment en Allemagne, notamment Merkel, c'était la doctrine depuis le début des années 2000. C'est-à-dire qu'ils ont vu Poutine arriver et ils se sont dit lui, il a pas l'air fin, mais si on a des intérêts commerciaux communs, ça va l'empêcher de foutre le dawa. Donc l'Allemagne prend 60% de son gaz en Russie, etc. Bon, mais bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais c'était l'idée. Ouais, non, mais... Nord Stream a été explosé, ça n'a pas marché. Ça, c'est vrai que c'est un gros échec. Mais c'était l'idée, je pense. Pour être dystopique à fond vis-à-vis de ce que tu viens de dire, est-ce que du coup, il faudrait pas qu'on essaie de faire que tous les pays aient la bombe nucléaire ? Alors, le troll ultime... Bah non, mais... En vrai, tu vois, parce qu'aujourd'hui, les pays qui ont la bombe nucléaire, ils sont en rapport de force supérieur sur la scène internationale. Bah, on n'est pas de bombe nucléaire, bah oui. Mais bon, maintenant qu'elle est là, c'est difficile de l'enlever. Alors pour le coup, t'es plus sur une trajectoire de dénucléarisation quand même. Eh oui. Depuis la fin de la guerre froide. Ouais. Effectivement, moi, c'est mieux pas de bombes nucléaires que des bombes nucléaires. Mais si, il a raison. Il y a moins de bombes nucléaires maintenant qu'il y a 50 ans ? C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Ah, c'est sûr. Ouais. Ah, je suis choqué. Totalement. Là, il n'y a pas eu beaucoup de pays qui en ont fait de nouvelles, quoi. Ah ouais ? Oui, et les États-Unis et les Russes, ils en ont démantelé plusieurs milliers. Puis surtout quand tu vois la croissance qu'il y avait à l'époque, c'est le jour et la nuit maintenant. Et oui, il se passe des bons trucs des fois. Je voulais finir sur une note positive avant de faire le jeu, mais
Je sais même plus si c'est vrai. Voilà, c'est vachement possible. De manière générale, il y a quand même moins de morts dans des conflits armés dans le monde. Et maintenant, je suis plus très sûr, en Oh fait, là là. parce qu'avec ce qui s'est passé... Il y a plein de petits conflits armés donc on médiatise pas, c'est très compliqué. Enfin, pendant un moment, ça a été vrai, de manière globale. Le nombre de morts dans les conflits baissait, ce qui prouvait qu'on est quand même peut-être plus dans une ère de diplomatie, mais... Et ça, c'est les années 90, il me semble. Ben ouais, mais maintenant, je sais plus si c'est vrai, quoi. Par contre, le nombre de conflits, pas le nombre de Ouais. morts dans les conflits, a explosé au 21e siècle. Hein. Ouais. Ouais, pour ça que je disais qu'il y en a Conflits plein. entre États et conflits à l'intérieur des États, c'est, pour employer un mot géopolitique très précis, c'est le dawa. D'accord. Ouais, j'ai un graphique du monde diplo là sur le nombre de morts, mais au XXe siècle. Bah, le plus bas, ça avait l'air d'être au milieu des années 90, en 95-96. C'est ça. C'est la Coupe du Monde de football, ça c'est sûr. C'est avant ça. Tout le monde s'aimait à la fin. Je crois que c'est le moment du jeu. Bon, alors c'est quoi le jeu? On va se poser des questions de géopolitique avec des faits un peu fun et ça va être drôle quoi. Ouais, presque somme. J'espère que vous avez préparé plein de questions. J'en ai plein. Ok, Ok. ouais, j'en ai une alors. Vas-y. Quel est le pays qui est traversé par le plus de fuseaux horaires? Je le Bon. sais, je le sais. Alors, je pense que c'est pas la Moi, Russie. J'hésite entre Russie et France. Moi, je dirais France aussi. Ouais, Ouais, France aussi. Eh ben vous êtes pas dupes, c'est bien la France. C'est ouais, la France. Cocorico Avec 12. Le plus de fuseaux. Ouais, Cocorico, on a colonisé tout le monde, super, merci Laurent. Ouais, c'est super, ça. merci Laurent. Merci un peu Laurent. des- Merci Laurent. Je ne retire pas ce que j'ai dit. Ah Cocorico. Putain. Moi j'ai plutôt une question de définition. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est qu'un état croupion? Je sais Eh pas, ben c'est un non. état où on peut jouer au jeu d'argent. Non, c'est croupier ça. Ça c'est croupier. Ah, pardon. Rien à voir. Un état duquel sortent beaucoup Il y a beaucoup d'œufs. C'est un état avec Poule. beaucoup d'élevage de poulets en batterie. Ça aurait Un pu état hein. croupion. Mais non, c'est un truc de géopolitique, c'est juste un État en fait qui a subi une grande diminution de sa surface suite à un événement. Ça peut être, tu vois, décolonisation, guerre Ok. ou quoi que ce soit. Et c'est ce qu'il en reste, quoi. C'est un grand pays qui est devenu beaucoup plus petit suite à un Est-ce événement. que la Russie, c'est le croupion de l'URSS? Vous voyez tout ce que c'est qu'une enclave. C'est un pays dans un autre pays. Et jusqu'en 2015, il existait une triple enclave. Un pays dans un pays dans un pays. Ouais, alors attends. Ah, c'est c'est ça. où? Est-ce que vous la connaissez? Oh, je l'ai vu sur un réseau social, la vidéo courte. Il y avait pas un bout d'Afrique du Sud dans le Lesotho? C'est en Asie, du coup. Ah, j'ai aucune Ouais. idée. Moi. C'est un endroit où il y a, maintenant ça a diminué il y a récemment, mais il y avait des centaines d'enclaves de Ouais, chaque pays mais des deux côtés. C'est pas l'Inde? Si, c'est entre l'Inde et le Bangladesh. Ah. Eh ouais, c'est ça, ouais. Et donc il y avait une enclave indienne qui était donc à l'intérieur d'une enclave bangladesh qui était elle-même enclavée dans une enclave indienne encore plus grande. Excellent. Dans le Bangladesh du coup. Faire. Et en 2015 ils se sont dit, Ça n'a aucun sens. je crois ils ont réduit, parce qu'en fait il y avait des centaines d'enclaves de chaque côté et ils se Mais oui, sont un peu filés des enclaves quoi. Parce que ça devenait le bordel. Mais cette enclave-là, elle était intéressante parce que justement, il y avait des gros problèmes, genre d'électricité, de santé ou autre, parce que on pouvait pas faire venir l'électricité parce qu'il y avait, enfin, Eh oui. Il y a trop de frontières à traverser. fallait passer par d'autres pays à chaque fois. C'était C'est Bordel. con, putain. un bordel pas possible. C'est bien les frontières. Hein. Voilà. Ah. Quel est le pays qui a le plus fort taux de suicide? Ah, bah heureusement que ça devait Ouais. relever. Le Japon. Ouais, j'aurais dit Japon aussi, mais... J'aurais dit Corée, moi. Bah, c'est pas du tout des pays asiatiques, on a une espèce de biais, mais Ah, merde. c'est Ah. des pays africains hein, quand même qui sont dans le Ah. top. Hein, et donc, Ah, c'est je- le Lesotho, Ah ouais? avec Ah 87 oui, bah oui. suicides pour 100 000 habitants par an. Encore une enclave. Ouais, encore une enclave. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est plus du double de suicides que le deuxième de la liste. Ah oui, quand même. Ouais, donc ça doit pas être ouf. Mm. Quel est le pays qui fournit le plus d'infirmières et d'infirmiers? Cuba. Bah ouais, je pense à Cuba, mais Cuba, c'est les docteurs. C'est-à-dire que c'est pas le pays qui a le plus d'infirmières, c'est Ah le pays oui. qui a le plus d'infirmières et d'infirmiers qui travaillent en dehors de ce pays-là. Alors, soit c'est un pays d'Europe de l'Est, genre la Roumanie ou un truc, ou alors c'est les Philippines ou un truc comme ça. Et Laurent, au pif, hein, au pif. Les Philippines. Mais non. Les Philippines proposent un Waouh. quart des infirmières et infirmiers qui travaillent dans un autre pays du monde viennent des Philippines. Ouais, bah, c'est parce qu'ils fournissent plein d'employés de service en fait. Genre les nounous et tout ça aux États-Unis viennent des Philippines ou des trucs comme ça. Bien sûr. Super info. Super info, Pêche. Mais quel pays où on boit le plus par habitant? De l'eau ou de l'alcool? De l'alcool évidemment, oui, pardon. Évidemment. La France. Non.
République La tchèque. Russie. Non, mais c'est en Europe. L'Irlande. Là, je- Ouais, tous des pochetrons en Europe. hein. Alors, la Roumanie, avec 17 litres par personne par an en moyenne d'alcool pur. Hein. Ah, 17 litres en alcool pur. Fuck that. Pas mal. Genre nous, en comparaison, tu sais combien on est? Ah, nous, on est assez loin, je crois. On est 8ème ou un truc comme ça. Bah, remarque, c'est Non, beaucoup sur 200 pays, ouais, j'avoue. Mais je sais plus exactement, Top mais 10. on est peut-être dans le top 10. Quel pays partage le plus de frontières avec d'autres États? C'est à égalité la Chine et la Russie avec 14. Ah putain, il a vu le même fact que moi. Waouh. Et la France est 3ème. Ah ouais, 11 on est pays. partout. Ça alors. Ouais. Ah, on a vraiment Alors. bien colonisé. Hein. Vraiment, dans les fun facts, c'est combien y a-t-il de pays entre la Corée du Nord et la Finlande? Hein? Ah oui, Ah, je sais tu veux pas. dire si on fait en terrestre? Ouais. Bah, Mais la enfin, Finlande n'a pas existé. Vous connaissez la théorie du complot? Non. Je- Non. ça a bugué tout le monde. Bah, il y a une Tu théorie nous as du planté. complot comme quoi la Finlande n'existe pas. Plus Oui, ça. parce que je me disais bizarre. comme quoi, quoi, Oui, j'allais dire. Comme d'hab, c'est un début, c'était une blague, mais il y a des gens qui se sont bien à le croire vraiment, au point qu'il y a un Reddit et tout. Enfin bon, bref. Il y a un piège dans ton truc, genre une enclave quelconque perdue, ou c'est juste faut bien calculer? Parce que là, du coup, il y a la Russie. Ouais, c'est tout. Je pense que c'est C'est juste tout. qu'il y a. Et il y a c'est que tout? un, quoi. Ouais, c'est ça, là. C'est que Russie, ouais. Ah ouais? Ah bah oui. Fuck. Faut traverser que un pays pour passer la Finlande. Mais quel pays? Mais quel pays? Alors, j'ai une autre question. Quel est le pays qui exporte rien? Et il y a un pays qui a l'export nul. Zéro export. Mais non. C'est vrai? Ah, c'est Sealand, moi je Pays sais pas. qui t'exporterait. Non, mais pas un pays, micro-pays, ça- je suppose que c'est ça. Balance Ah non. économique, export, zéro. Vatican? Et oui. Oh, Ils putain. exportent pas des curés. Et le Vatican, qui est aussi une enclave. Et le pays qui a le plus gros taux de pape par kilomètre carré. Ouais, c'est vrai. Fact. Je l'ai calculé tout à l'heure, on est à plus de 2. Ouais. Plus de papa. On a 2,28 papes par kilomètre carré. Parce qu'il y a plusieurs papes? Non, Laurent, c'est que ça fait moins d'un Non, c'est que kilomètre ça fait moins d'un carré. kilomètre Ah, carré. ok. Oh putain. Excellent. C'est qu'il y a plusieurs papes. Il y a plus qu'un pape au kilomètre carré. Génial. Ah, la stat est folle. Bien, et Bon. ben merci tout le monde. Eh ben ouais. Bah merci. On se retrouve au prochain épisode. Ah oui, abonnez-vous, ouais. C'est mieux pour les podcasts en Oh général. là là. Putain, ça me saoule déjà, quoi. Partagez Cliquez sur la cloche. Pas de cloche pour les podcasts. Allez, bisous tout le monde. Bon, bah salut, hein. Bisous. Ouais. Bye. Ciao, ciao. Salut tout le monde.